Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. C'est le plus grand événement qui célèbre la fabrication française. Le salon Made in France est ouvert ce jeudi porte de Versailles à Paris. Mais qu'est-ce qui se cache véritablement derrière ce tampon fabriqué en France? Qui sont les acteurs franciliens qui produisent français de A à Z? On en débat en tout début d'émission et nous rejoindrons également notre envoyé spécial Timothée Delem qui se trouve sur place. La France peut briller par la qualité de ses industries, c'est vrai, mais elle brille également par son excellence culturelle à travers le monde. Le célèbre héros d'Antoine de Saint-Exupéry est la star d'un spectacle en tournée dans toute la France qui s'intitule Le Petit Prince sur la glace. Le producteur et l'un des comédiens nous rejoindront dans ce studio dans un court instant. Et enfin, par ici les sorties, nous conclurons cette émission avec les recommandations de Bernard Babkin, journaliste culture à Madame Figaro. Je ne vous en dis pas plus, mais je peux vous assurer qu'il y aura des acrobaties. Il va falloir que vous vous échauffiez. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Pierre Dumazeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le directeur de la rédaction du média La Lettre du Made in France. Soyez le bienvenu autour de cette table. Et enfin, Thomas Uriès, vous êtes le fondateur de la marque de vêtements 1083. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu et on vous demandera d'ailleurs pourquoi cette marque s'appelle ainsi. Je vous propose que l'on prenne tout de suite la direction de la porte de Versailles à Paris où s'est ouvert, je le disais tout à l'heure en introduction, le salon du Made in France. C'était ce jeudi. Notre reporter Timothée Delem se trouve sur place. Bonjour Timothée, est-ce qu'il y a du monde et surtout est-ce que notre région est bien représentée ? Oui, bonjour Damien, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, oui, beaucoup de monde ce matin au Salon du Made in France, même si c'est ce week-end qu'on attend évidemment la plus grosse affluence, le salon qui est ouvert jusqu'à dimanche soir. Et puis oui, la région bien représentée, en tout cas on a fait beaucoup d'efforts ici, je vous propose de regarder ici ce pavillon effectivement de la région Île-de-France. On a tout fait ici pour reconstituer une sorte de petit village local avec, vous les voyez, ces pavés traditionnels. C'est une sorte de place centrale en fait, c'est comme ça que ça a voulu être conçu, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté tout à l'heure avec les pavés, avec le mobilier urbain, vous le voyez, ces fauteuils, on est ici attablés comme si on était en ville, ici à Paris ou ailleurs dans la région bien évidemment, avec également des sortes de simulations de vitrines de magasins ici. Et bien évidemment tout est représenté, il y a des stands où on peut voir des entreprises d'accessoires, on peut voir également de la mode, bien évidemment de la gastronomie. On va aller tout à l'heure en interroger quelques-uns. On a pu s'entretenir avec que ce soit des exposants, avec également ici des gens qui sont tout simplement venus pour eh bien peut-être faire des achats. Vous savez que 90% des visiteurs ici sur le salon du Made in France eh bien, repartent en ayant fait un achat. C'est évidemment un chiffre dont se félicite ici l'organisation du salon du Made in France, parce que l'une des questions, et j'imagine que vous allez en parler en plateau dans un instant, c'est quand même la question des prix. Le Made in France c'est bien, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut se le permettre? Ici en tout cas je peux vous dire que la réponse est oui. Merci beaucoup Timothée Delem en direct de la porte de Versailles où se tient le salon du Made in France. Vous avez totalement raison, on va parler des prix au cours de cette première partie. On écoutera également une partie de l'interview que vous avez menée tout à l'heure avec la présidente du salon Made in France qui se félicite des chiffres. Mais ce qui est important peut-être de repréciser pour nos téléspectateurs, c'est l'importance de cet événement. Il représente quoi justement ce salon pour les acteurs du Made in France ? Incontestablement, une vitrine, ouais. Une démonstration de force aussi, j'ai envie de dire. Pour tous ces acteurs du Made in France, c'est un véritable écosystème qui a besoin de se réunir. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, d'acteurs du Made in France ont des difficultés parfois, et donc ça fait aussi du bien de voir que cette force-là existe. Donc pour moi, c'est une démonstration de force, et puis la preuve que tous les métiers sont représentés aussi. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment l'endroit rêvé aussi pour les industriels, pour les personnes qui travaillent autour de cette planète Made in France, d'échanger autour des difficultés qu'ils rencontrent et puis peut-être aussi de trouver des solutions dans cet événement. Oui, c'est sûr que c'est un moment un peu particulier, 2025. Mais au-delà des difficultés, c'est aussi plein d'opportunités. Ouais. On rencontre des clients, notre écosystème, des confrères, naissent ici aussi beaucoup de collaborations. Donc en fait, c'est un temps d'échange qu'on a une fois par an, sur 4 jours, très intense, mais plein de belles rencontres. Et beaucoup des projets d'aujourd'hui sont nés dans le salon Made in France. C'est vrai, lesquels par exemple? C'est intéressant. Nous, on a fait pas mal de collaborations avec des confrères grâce au salon Made in France. Ça a commencé par Saint-James, après la Gentle Factory. En fait, petit à petit, même récemment, on a fait la rencontre sur le salon Made in France d'Adrien Jaminet, qui est
le dernier facteur de trompette en France. Ouais. Et qui nous a mis en lien avec Ibrahim Malouf. Et aujourd'hui, on habille Ibrahim Malouf grâce à cette rencontre du Salon Made in France. Ah, formidable, le célèbre trompettiste qui est déjà venu plusieurs fois sur le Figaro TV. Quand on dit Made in France, de quoi parle-t-on exactement? Parce que on comprend bien la traduction fabriquée en France, mais est-ce que c'est un label? Est-ce que c'est une notion juridique, économique? C'est un peu tout ça à la fois. Ouais. D'abord, il y a des certifications qui existent. La certification Origine France Garantie, par exemple, où il y a un cahier des charges extrêmement strict. Et puis, se dire Made in France et se dire fabriqué en France, c'est la traduction, vous l'avez dit. Il ne faut pas que les pièces, par exemple, viennent de Chine et puis qu'on termine quelque chose. C'est vraiment le produit de A à Z. C'est ça l'esprit du Made in France et c'est ça aussi qui réunit toutes les personnes aujourd'hui sur le salon. C'est vraiment une fabrication sur le territoire national de A à Z. C'est ça, c'est-à-dire que le Made in France, il faut que de A à Z, du début de la conception jusqu'à la fin, la commercialisation, tout se passe en France. Alors il y a plusieurs façons de voir les choses, c'est-à-dire que le mot fabriqué en France ou Made in France est déclaratif, donc vous pouvez le mettre de votre propre chef. Ah oui. Il y a une condition à respecter, c'est de faire la confection en France pour un vêtement, donc la couture. Ouais. Maintenant, si vous voulez aller vers la certification Origine France Garantie dont vous avez parlé, là, l'échelle est plus haute. Là, il faut non seulement confectionner en France, mais il faut tisser en France le denim aussi pour être certifié. Donc la certification, c'est deux choses en plus, un cahier des charges plus relocalisé, donc plus Made in France, et un bureau de contrôle extérieur, c'est pas déclaratif, donc c'est vraiment quelque chose de vérifié, de plus sûr et de plus complet. Donc par exemple, je porte un jean avec du coton pakistanais, cousu en Turquie, teinté en Italie, mais les boutons ont été posés en France. Est-ce que, en tant que commerçant par exemple, je peux dire que c'est du Made in France? Non. Je n'ai pas le droit? Non. C'est interdit. Parce que même si effectivement à la fin il y a eu une partie du jean qui a été assemblée en France, le reste n'a pas été forcément fabriqué ici dans l'Hexagone. Oui, c'est insuffisant. Le code des douanes dit dernière étape importante dans le textile, c'est la couture. Maintenant, si vous faites des frigos, des voitures, c'est pas la même chose. Ouais. Et pareil pour Origine France Garantie, c'est généralement un cran au-dessus du déclaratif et ça dépend des cahiers des charges et des modèles. Ça dépend des cahiers des charges. Et il y a d'ailleurs un problème, c'est-à-dire que dire ou écrire fabriqué en France, c'est interdit. En revanche, mettre un drapeau français sur un produit totalement étranger, ça, ce n'est pas encore interdit. Ah oui. Donc c'est ce qu'on appelle du French washing. Oui, c'est ça. On fait passer un produit étranger pour du Made in France parce qu'on met un grand drapeau bleu, blanc, rouge sur l'étiquette. C'est vrai que là-dessus, pour les consommateurs, c'est parfois compliqué de s'y retrouver. Est-ce que vous pensez que les règles sont assez sévères en la matière? Alors non, incontestablement, parce qu'on a encore le droit sur une étiquette de mettre un gros drapeau français sur un objet Made in China. Il faut évidemment renforcer les contrôles. Moi, je pense qu'il faut aussi évidemment sur les certifications accélérer, augmenter, faire connaître ces certifications aussi, parce que certains encore ne connaissent pas sur ceux qui se lancent la certification Origine France Garantie, mais il y en a d'autres aussi. Donc ça, il faut le faire connaître et puis il faut au niveau européen agir pour un code beaucoup plus strict, c'est-à-dire mettre le drapeau français sur un produit Made in China, ça ne devrait pas exister. On joue contre notre camp, là, clairement. Mais par exemple, je me retrouve dans un magasin d'ameublement, par exemple, face à une table. Tiens, le premier exemple que j'ai sous les yeux. Comment je peux être certain que cette table a été fabriquée en France? Quels sont les indicateurs qui doivent tout de suite m'alerter et me dire que oui, tout a été fabriqué dans notre pays? La certification Origine France Garantie est le plus sûr. Et après, par contre, il y a plein de choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille que ce ne soit pas vraiment fait en France. C'est-à-dire lesquelles? Un drapeau français avec écrit design en France, s'ils disent que le design en France, c'est que la production ne l'est pas. Sinon, ils diraient produit en France. Créé en France, tous ces trucs-là, tous ces artifices, en fait, visent à tromper un peu le consommateur, à vous faire croire que c'est français alors que ça ne l'est pas. Mais ça, c'est la tromperie, très clairement. Parce que quand on est consommateur, on voit designer en France ou créé en France, excusez-moi, je suis consommateur, je n'ai pas forcément le temps d'analyser chaque mot de l'étiquette, je vois marqué créé en France, en première intention, je vais l'acheter en pensant que je consomme français. C'est la tromperie légale, c'est le problème. C'est pour ça qu'il y a un enjeu de légiférer, pour que ce soit un peu moins facile de franco-laver c'est ça, bravo. Un produit. C'est ça. Mais comment expliquez-vous que le législateur soit à ce point en retard, qu'il n'arrive pas justement à faire en sorte de bloquer ces éléments de langage très marketing? Si j'avais la réponse sur pourquoi le législateur à chaque fois. Mais est-ce qu'il y a des histoires de lobbying, par exemple? Non, je pense qu'il faut d'abord agir au niveau européen. C'est-à-dire qu'avoir une réponse franco-française sur ce sujet me paraît extrêmement compliqué parce que tout ce qu'on importe et ce qui est vendu en France ne vient pas directement en France. Donc il faut une réponse européenne contre ça. Après, je pense qu'effectivement, il y a des lobbies, mais comme partout, il y a des lobbies. Heureusement que le lobby du Made in France aussi
aussi existent. Et sur ce que vous avez dit, effectivement, c'est vraiment de la tromperie sur la marchandise, designé en France, pensé en France, réfléchi en France. On lit ça aussi parfois. Et parfois, on ne s'embarrasse même pas. Il y a juste un énorme drapeau bleu, blanc, rouge. Ça, effectivement, le législateur ne s'est toujours pas emparé de ce sujet. Je ne comprends pas pourquoi, pour être honnête. Mais il faudrait que ça se fasse. Oui, c'est comme quand vous allez, vous savez, parfois aux États-Unis, vous êtes au niveau des rayons spiritueux et vous voyez sur une bouteille marqué méthode champenoise. Et là, vous pensez que c'est du champagne, alors qu'en vérité, pas du tout. Ça a été créé aux États-Unis. Voilà. Mais est-ce que c'est facile d'obtenir aujourd'hui le label Origine France Garantie dont vous parliez tout à l'heure ? Quand vous tissez en France et que vous confectionnez en France, oui, vous tout simplement. Voilà. Il n'y a pas d'autres critères forcément, des considérations écologiques ou ce genre de choses à remplir ? Non, après, c'est des plus qui viennent augmenter la valeur perçue du produit. Tous nos jeans sont en coton bio, le coton est certifié GOTS, donc on dit que nos jeans, ils sont et certifiés Origine France Garantie et certifiés GOTS. Et les consommateurs sensibles au Made in France ou à l'écologie, eh bien, trouvent le label qui correspond à leur valeur. Et du coup, plus vous avez de label en quelque sorte, plus vous avez de chances de toucher des consommateurs. Et ça dit tout la vérité. Le fait d'avoir ce label Origine France Garantie, ça vous ramène vraiment des clients, très clairement. Ça ramène des clients, ça ramène des journalistes. Ça permet aussi de fédérer un pool de fournisseurs qui ont la même exigence, les mêmes valeurs que vous portez ensemble. Donc en fait, ça élargit l'équipe. L'équipe de France Conforme, du consommateur jusqu'au producteur. Cette équipe s'élargit au fur et à mesure qu'elle fédère des gens avec les mêmes valeurs. Et cette certification accélère cette fédération-là. Et le Made in France, aujourd'hui, vous diriez que c'est un acte marketing ou bien un acte militant, selon vous ? Militant. Marketing, non, absolument pas, parce qu'on l'a vu, le marketing, il suffit de mettre un drapeau bleu, blanc, rouge. Non, c'est militant. Je pense que c'est des gens, moi, tous les gens qu'on rencontre et qu'on interroge pour la lettre du Made in France, c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs et, au-delà des valeurs, les mêmes exigences de fabrication, de production. Ça, c'est très important. Donc, ce sont des gens de valeur qui portent des valeurs et qui les mettent au quotidien au service de leurs produits, de ce qu'ils fabriquent. Oui, tout à fait. Et justement, pour illustrer vos propos, on va parler de votre aventure entrepreneuriale, Thomas Uriès, dans un court instant. Mais tout d'abord, je vous propose que l'on reprenne la direction de la porte de Versailles à Paris pour rejoindre Timothée Delham, qui est sur place au sein du salon du Made in France. Vous êtes en compagnie de Capucine Thiriez, la fondatrice de l'entreprise Saint-Lazare, qui fabrique des sacs et accessoires à partir de matières issues de l'upcycling. Tout est fabriqué en Ile-de-France, là, Timothée. Ah oui, absolument, Damien. Voilà, vous le voyez ici, ça c'est le stand donc Saint-Lazare, cette entreprise qui fabrique notamment de magnifiques sacs. Vous les voyez juste là, avec quelques accessoires également. On va justement découvrir cela justement avec Capucine qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous, Capucine Thiriez. Vous êtes la fondatrice de cette entreprise Saint-Lazare. Et donc ici, ce sont des sacs qui sont fabriqués en Ile-de-France, dans le Val-de-Marne. Tout à fait, ils sont fabriqués dans des ateliers de maroquinerie, 2 ateliers de maroquinerie dans le 94, qui ont la spécificité d'être des ESAT, donc qui emploient que des personnes en situation de handicap. Et donc là, on est vraiment au cœur de ce que l'on souhaite ici, la fabrication évidemment locale. On est sur des circuits courts. Montrez-nous un petit peu, parce que ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous produisez, vous fabriquez en Ile-de-France, dans le Val-de-Marne, mais également vous réutilisez des matériaux, notamment, je crois, des choses qui viennent des trains. Racontez-moi un petit peu. Tout à fait, on est dans l'upcycling. Donc par exemple, une pièce emblématique, c'est effectivement notre pochette d'ordinateur, où on récupère le plafond du TGV, donc c'est de la feutrine. On a aussi, on récupère des lances à incendie et on fait des jolies ceintures. Et une pièce aussi emblématique de Saint-Lazare, c'est notre sac à dos. Et alors là, justement, montrez-nous un petit peu la spécificité de ce sac à dos. Donc on a une toile qui est déperlante, qui vient des toiles de store ou des auvents de bateaux, avec des ceintures de sécurité. Et là, on a du caoutchouc automobile, et toujours sur des produits élégants en fait. Et voilà, et c'est là que c'est assez amusant, parce qu'on voit que vous arrivez à créer cette élégance tout en récupérant, on reconnaît vraiment très bien derrière la ceinture d'automobile, la ceinture de voiture. Il y a une question quand même, et Damien a commencé à l'évoquer en plateau avec ses invités. C'est vrai que c'est la question du prix, parce que le Made in France, c'est bien, c'est sympa, c'est élégant, mais on se dit parfois que cela coûte cher. Comment est-ce qu'on fait quand on est commerçant, quand on est fabricant comme vous, et bien justement pour réussir à concilier les deux? C'est dès la conception du produit, donc il faut être déjà assez fort au niveau du design, de réussir à faire des pièces assez faciles mais esthétiques à faire. Et nous, chez Saint-Lazare, on a fait aussi le choix du circuit court et en fait de ne pas avoir de revendeurs et d'être en direct avec nos clients pour essayer d'avoir les prix les plus accessibles possibles pour du Made in France. Avec des ventes qui se font en ligne en ce qui concerne cette belle entreprise de Saint-Lazare. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vient depuis tout à l'heure parce qu'ils sont attirés
inspiré peut-être parce que vous faites. Que vous disent les gens? C'est vrai qu'il y a une ambiance qui est quand même assez sympa. On sent que le Made in France, c'est quelque chose ici qui est plutôt, voilà, c'est bonne ambiance, quoi. On est content d'être ici, on est content de produire local, on est content également d'aller consommer des produits de la région. Ouais, tout à fait. Ça fait chaud au cœur, surtout en ce moment. Nous, des clients qui nous disent beaucoup, qui sont bluffés par la qualité des produits, et parce que derrière, on voit pas que c'est un déchet, et aussi on fait un peu bouger les lignes aussi sur le handicap, et voilà. Donc ça, on est content là-dessus. Ouais. Et oui, parce que effectivement, on le redit, vous produisez également grâce à des ESAT, et donc avec l'emploi de personnes en situation de handicap. Voilà, Damien, pour ce petit exemple que l'on pouvait vous donner sur cette belle entreprise de notre région. Vous les voyez, il y en a beaucoup d'autres. Il y a notamment ici le stand de maison et décoration avec encore une entreprise, avec de la savonnerie là-bas pour la beauté et le bien-être. Vous avez également France et loisirs juste derrière. Voilà, Camille qui essaye de se faufiler, Camille qui est derrière la caméra, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui. Ce salon qui a ouvert donc ses portes hier et qui est ouvert ici à Paris, Parc des Expositions de Versailles, jusqu'à dimanche soir. Beaucoup Timothée Delem et Camille Jair en direct du salon de la Porte de Versailles, le salon du Made in France. Alors c'est vrai qu'on a tous vu voilà, ces sacs qui sont absolument magnifiques, c'est vrai, mais on ne va pas se raconter de salade lorsque l'on va dans un supermarché, lorsque c'est la rentrée du petit dernier et que l'on cherche un cartable ou un sac. Généralement, ce n'est pas forcément marqué Made in France. Quel est le pourcentage de produits qui sont distribués, qui sont vraiment Made in France? Est-ce que c'est vraiment une infime partie de ce qui est proposé sur le marché, ou bien le Made in France commence vraiment au fil des années à prendre de l'importance dans le commerce? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il prend évidemment plus d'importance année après année, et ce depuis 4-5 ans environ. Il y a aussi la grande distribution qui joue le jeu du Made in France de plus en plus, et qui propose des partenariats, des facilités de distribution aussi, parce que souvent, certains ateliers du Made in France n'ont pas les moyens logistiques pour aller distribuer. Donc la grande distribution joue le jeu aussi, et depuis plusieurs années, je n'ai pas un chiffre précis à vous donner, mais je sais que depuis 4-5 ans, la part du Made in France dans la grande distribution est de plus en plus significative. Et la grande distribution joue le jeu, ça c'est important de... Par exemple, vos jeans, vos vêtements sont aussi distribués dans les grandes surfaces? Pas dans la grande distrib, nous on est au prix des jeans de marque. Ouais. Donc on est entre 100 et 150 €. C'est pas tout le monde qui achète des jeans à ce prix-là, mais quand vous voyez le nombre de jeans de marque dans la rue, si déjà ces gens-là achetaient local, ça changerait beaucoup de choses. Oui, c'est un gros marché pour Et ensuite, la grande distrib, depuis très longtemps, promeut le Made in France. Quand vous regardez au rayon alimentaire, c'est tout de l'industrie française. Vous avez du fromage râpé d'entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme, tout est Made in France. Donc en fait, l'idée reçue que le Made in France est cher, c'est faux. Il suffit d'aller dans un supermarché, vous avez du fromage râpé de tous les niveaux de gamme Made in France, et dans le même supermarché, vous avez des téléphones de tous les niveaux de gamme. Certains à 100 €, certains à 1000 €, ils sont tous made in China. Donc le pays ne fait pas le prix du produit. Par contre, à nous de réinventer une filière industrielle française dans la mode qui adresse tous les secteurs de marché. Le luxe, on est très fort. Les vêtements de marque, on commence. Et avec le volume, on sera capable demain de faire des jeans encore plus accessibles. Simplement, c'est un chemin qui demande un peu du temps. On va parler effectivement un peu plus longuement des prix, parce que c'est très intéressant de peut-être casser l'idée de ces idées, enfin de ces stéréotypes en effet sur le prix. Mais parlons de votre aventure, effectivement, de cette marque de vêtements 1083 que vous avez fondée. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de produire du 100% Made in France ? En fait, quand on travaille, on bosse au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans. Ça fait un paquet de temps dans une vie. C'est vrai. Et moi, ça ne m'intéressait pas de consacrer ce temps-là personnel à des projets qui faisaient pas sens. J'ai grandi à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Dans la Drôme, c'était la capitale de la chaussure. Cette capitale de la chaussure, il y a quelques fabricants de baskets, mais je veux dire, c'est plus du tout ce que c'était par rapport à avant. Et en réalité, quand on a vu que entre un jean de marque et un jean de fast fashion, il y avait une grosse différence de prix, mais qu'ils étaient fabriqués dans les mêmes pays, on s'est dit, en fait, il y a la place pour faire des jeans made in France au prix des jeans de marque. Faire des jeans entre 100 et 150 €, il y en a plein la rue. Malheureusement, ces jeans ne sont pas français. Depuis 2013, on consomme un jean par an et par Français. Ça fait 67 millions de jeans. Et les parts de marché en France en 2013, quand j'ai lancé 1083, c'était 0%. C'est-à-dire que 0 jeans sur 67 millions étaient fabriqués en France. Là, aujourd'hui, on a progressé, on fait 50 000, on est les leaders du jean made in France, mais 50 000 sur 67 millions, c'est encore très peu. Et pourtant, on a créé plus de 200 emplois. Donc en fait, ça montre que la consommation locale, parce qu'on fait travailler nos usines, nos ateliers de confection, nos tissages, crée beaucoup d'emplois en France. Et on espère, dans quelques années, faire 200 000, 300 000, 500 000 jeans et créer des milliers d'emplois grâce au Made in France, sans
comment dirais-je, alourdir le pouvoir d'achat des Français, simplement en donnant envie à ceux qui achètent des jeans de marque d'acheter des jeans de marque français, c'est le même prix. C'est ceux qui achètent des jeans de marque, votre clientèle, c'est-à-dire que c'est une clientèle qui a déjà un petit pouvoir d'achat. Mais c'est des millions d'euros. Ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui croient faire des économies grâce à la fast fashion, il faut voir les milliards d'euros qu'ils dépensent chez Shein, Temu et compagnie. Oui. L'argent qu'ils dépensent chez eux. En fait, la fast fashion ne fait pas faire d'économie aux gens. Elle fait surconsommer des petits prix. Et à la fin, ça coûte très cher. Alors ça, c'est pour les personnes, effectivement, qui ont tendance à se rendre dans ces enseignes, Shein, Primark, on peut les citer, qui achètent en effet des jeans, par exemple, à 20 €, mais qui en achètent des dizaines. Mais pour des personnes qui ont effectivement très peu de budget, qui achètent parfois un jean à 20-25 € et qui le gardent pendant un an, là, ça peut être intéressant. Non ? Il n'y a pas de problème. Ouais. Simplement, c'est la dose. Là, le risque de Chine, c'est le côté massif de ces importations-là qui viennent directement de Chine. Donc, en termes de pollution, c'est catastrophique. Ouais. Les conditions, en plus de fabrication, ne sont pas réglementaires. Donc, en fait, il y a plein de choses qui font que ce n'est pas possible de recevoir autant de volume en France de ces produits-là. Après, il y aura toujours des gens qui auront besoin de produits plus accessibles. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais que cette dose-là soit à ce point total et que ça écrase toutes les marques qui font moyenne gamme ou haut de gamme, c'est pas possible, c'est mortel pour la planète, c'est mortel pour l'emploi local, et retrouvons le plaisir des belles choses. Oui. Quand on achète du vin, quand on aime le vin, si on a le choix entre une bonne bouteille à 20 € ou 20 bouteilles à 1 €, à part si on est alcoolique, on va préférer la bonne bouteille à 20 €. Et ben dans le textile, ce plaisir des belles choses, du bon goût, de la qualité, on l'a perdu au profit de la quantité. On doit réapprendre à aimer la qualité, à aimer le juste produit, pas en avoir 50 000, mais choisir plutôt la qualité. On sait en tant que consommateur privilégié des vins de qualité, faisons pareil dans le textile. C'est-à-dire que quand on achète quelque chose, un produit qui n'est pas made in France, qui est made in Bangladesh, Pakistan, etc., dans les pays d'Asie, c'est forcément de moins bonne qualité qu'un produit made in France ? Moi je le pense, oui. Ouais. On a pris l'exemple des plateformes, des marques Shein, Temu que vous avez citées. Les gens qui achètent dans ces enseignes ne font pas d'économie. Parce qu'un pull acheté chez Shein, au bout de 3 lavages, il est inutile. Donc, 1, on ne fait pas d'économie, on rachète. 2, on est dans la surconsommation et je pense qu'il faut avoir peut-être moins de pulls, mais de meilleure qualité. 3, on tire un but contre son propre pays. Parce que souvent, je parle des colis par exemple, de Chine qui arrivent en France, ne payent pas de TVA. Quand on achète un produit made in France, on paye la TVA, donc on finance notre système de retraite, on finance notre santé, on fait vivre des artisans et des personnes qui travaillent dans notre pays à la richesse de notre pays. Donc, fort de tous ces constats, effectivement, il faut réfléchir sur nos modes de consommation et peut-être consommer moins, mais consommer mieux. J'entends l'argument des prix, mais in fine, sur un an, est-ce qu'il vaut mieux acheter un pull à 120 € ou 5 pulls à 30 € qu'on jette au bout de 3 lavages ? C'est des vraies questions, et aujourd'hui, le fait qu'il y ait une déferlante de produits made in China sans véritable ni contrôle ni régulation, il y a eu encore ce matin un contrôle des douanes avec des produits non conformes à destiner au marché français. Le fait qu'il y ait un tel déversement sur notre pays, effectivement, tue complètement, mais des pans entiers de l'économie. On parle vraiment d'assèchement de filières, d'artisanat d'excellence, d'artisanat aussi, pour des jeans, vous l'avez dit, pour votre marque, entre 100 et 150 €. On parle pas non plus de jeans à 1000, 2000 €. Ça, il faut être très, très vigilant et il faut que les consommateurs se rendent compte qu'ils ne sont gagnants en rien en achetant sur ces plateformes chinoises. En rien du tout. On va retourner dans quelques instants voir Timothée Delem, mais tout d'abord, si vraiment je dois conclure et faire, entre guillemets, voilà, un condensé de ce que vous venez de dire, finalement, la solution, c'est d'éduquer le consommateur. C'est de lui expliquer que ce n'est pas en allant effectivement sur des boutiques de fast fashion qu'il va faire des économies contre toute apparence, finalement. C'est-à-dire qu'il va voir effectivement un jean très peu cher, mais comme il va devoir le racheter peut-être quelques semaines, quelques mois plus tard, il vaut mieux se diriger tout de suite vers un produit de qualité. Oui, il faut l'éduquer et c'est à nous, les marques, de lui donner envie de cette consommation du bon goût. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait des produits beaux, remplis de belles valeurs, qu'éventuellement on rencontre les gens qui l'ont fabriqué en visitant nos usines, là, finalement, on charge le produit d'émotion sans passer par le marketing des influenceurs qui nous coûtent trop cher, qu'on ne saurait pas payer. Donc en fait, c'est toute cette dimension-là émotionnelle qu'il faut aussi charger dans nos produits. Eh ben, l'émotion, on est au cœur justement de ce sentiment avec Timothée Delem et Camille Jaillère qui se trouvent tous les deux porte de Versailles à Paris, là où se trouve le salon du Made in France qui s'est ouvert ce jeudi. Timothée, vous êtes en compagnie de visiteurs qui sont en train de sillonner ce beau salon du Made in France.
Absolument, Damien, avec des passionnés. Ils habitent Villemomble dans le 94 et ils sont venus ce matin dès l'ouverture pour ce salon du Made in France. Ce sont des habitués. Anne-Sophie est avec moi. C'est la 4e année consécutive qu'elle vient ici pour ce salon du Made in France. Et cette année, eh bien, Anne-Sophie, vous avez réussi à convaincre votre fils Pierrick de vous accompagner ici parce que pour vous, le Made in France, c'est quelque chose de vraiment très important. C'est pour ça que vous avez décidé de venir tous les ans. Oui, tout à fait. En fait, ça fait moi 4 ans et lui, c'est la première année. Mais le Made in France, c'est important. En fait, c'est le terroir, c'est notre pays. Et donc, c'est en fait important, suite aux polémiques à l'heure actuelle avec Shein. Moi, je trouve que c'est important d'acheter du français et de chez nous. Et de manifester donc votre soutien en faveur de tous ces exposants. Vous avez fait d'ailleurs un certain nombre d'achats. Racontez-nous, parce que je crois qu'il y a des choses que vous ne trouvez qu'ici d'ailleurs, qu'au salon du Made in France. Voilà, c'est ça. Il y a des choses que je trouve qu'ici, donc notamment les cornichons Hugo. Voilà, donc c'est une marque. Voilà, c'est du cornichon français. Le cornichon français, c'est attesté. Voilà, c'est attesté. Et j'ai acheté aussi des produits. Alors ça, c'est pour les WC, mais c'est de la marque en moins. C'est du français aussi. Donc c'est bien écrit. Ça vient de Rouen. Donc voilà. Et puis. Il a acheté une casquette au but. Et une belle casquette qui elle aussi est certifiée vraiment Made in France, parce que vous vous y êtes mis vous aussi, votre maman a eu raison de cela et vous êtes décidé vous aussi à vous mettre au Made in France. Oui, c'est ça, donc oui, c'est ma première édition. D'habitude on achète toujours au moment où je travaille, que je peux pas le faire, et là j'ai eu la chance de pouvoir y aller, donc, et ça permet de se faire une petite balade en même temps avec la famille, et puis voilà. Ce qui est important et ce qui est intéressant dans ce que vous me disiez tout à l'heure, avant que nous ne prenions l'antenne, c'est que pour vous, le Made in France, c'est pas simplement le salon, c'est pas simplement ce grand raout annuel, mais c'est vraiment quelque chose que vous essayez de mettre en place au quotidien depuis maintenant de nombreuses années. Voilà, et j'essaye d'acheter tout ce que je peux, j'essaye de l'acheter français, j'achète au marché et pas forcément au supermarché, en fait, voilà. Et ici, il y a des produits qu'on trouve qu'ici, et donc, et puis c'est important de l'inculquer. Je pense aux enfants aussi, puisque c'est notre pays, donc il vaut mieux acheter français si on veut garder nos emplois, et voilà, donc... Pierrick, vous, c'est quelque chose que vous partagez, vous aussi, vous êtes d'une plus jeune génération, mais vous avez le sentiment que c'est un discours justement qui monte aujourd'hui. Le Made in France, c'est quelque chose qui est à la mode, et pour de bonnes raisons aujourd'hui. Il faut fabriquer français, il faut consommer français, il faut soutenir nos fabricants, nos exposants. Alors oui, il faut soutenir les commerces en France et la production française. On a eu le cas aussi avec la société Duralex. Je ne sais pas si vous avez suivi avec l'appel de fonds qui a été effectué et qui a été rempli à la totalité. Et je trouve ça exceptionnel déjà pour une société française qui était au bord de la faillite, de revenir sur une grande marche du consommateur. Eh bien, merci en tout cas pour ces quelques mots. Vous le voyez, Damien, ici, ce ne sont pas simplement les exposants, les industriels qui sont les premiers ambassadeurs donc, du fabriqué français, mais ce sont également ces visiteurs qui viennent, et je vous le disais tout à l'heure, 9 sur 10 eh bien, viennent ici et repartent avec un produit ici qui était donc fabriqué en France. C'est le cas par exemple de ces cornichons que Anne-Sophie a pu dénicher aujourd'hui et qu'elle espère retrouver encore l'année prochaine, parce que je le dis à nouveau, il n'y a qu'au salon du Made in France qu'on le trouve, nous dit-elle. Merci beaucoup Timothée Delem. Par contre, vous ne passez pas la porte de la rédaction sans le bocal de cornichons. Hein. Là, c'est obligatoire, vous êtes obligé de rentrer avec, hein, je vous le dis. Bah, écoutez Damien, je vais de ce pas trouver l'adresse de ces fameux cornichons, c'est promis. Je vous donne rendez-vous lundi matin pour le petit déjeuner. Ah, petit déjeuner c'est un peu tôt, mais au moins à l'apéritif. Merci beaucoup Timothée Delem et Camille Jaïr en direct de la porte de Versailles à Paris pour le salon du Made in France. Alors c'est vrai, on s'en rend compte à travers l'affluence que connaît ce salon. Ce tampon fabriqué en France est loin d'être marginal. Beaucoup de consommateurs et d'acteurs du commerce s'y intéressent de très près. Et je vous propose justement d'écouter Fabienne Delahaye, qui est la présidente du salon. Elle était tout à l'heure au micro de Timothée Delem. C'est la grand-messe annuelle du Made in France qui se tient aujourd'hui pour vous. C'est vous qui avez créé ce salon il y a maintenant 13 ans, me semble-t-il. Alors en 2012. En 2012, et non pas 2013 comme je le disais à l'instant. Beaucoup de monde, ça veut dire que le Made in France, c'est encore à la mode, comme malgré tout.
Alors, le Made in France marche plutôt bien, la preuve par les chiffres, et notamment ce salon. Nous sommes partis en 2012, année de la création du salon, avec 78 exposants et 15 000 visiteurs. Aujourd'hui, nous avons accueilli plus de 1000 exposants et attendons plus de 110 000 visiteurs. Alors, vous voyez le chemin accompli. Je suis d'autant plus heureuse d'annoncer ces chiffres. C'est que ça veut dire quoi, ces chiffres? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, justement, de certains consommateurs, pas tous bien sûr, que les Made in France sont des enjeux en termes d'emploi, de préservation des emplois, de préservation de l'environnement, de préservation des savoir-faire, de retrouver des services après-vente identifiables. Donc les enjeux sont tels, après 30 ans de désindustrialisation, que ce salon finalement fait œuvre utile. Voilà pour l'interview menée par Timothée Delem. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sillonnent ce salon du Made in France, mais à côté de cet engouement, on se rend compte aussi qu'il y a de véritables coups de force de la part d'acteurs de la fast fashion. C'est le cas de Shein qui s'est installé cette semaine au BHV. Vous, à titre personnel, comment vous avez réagi lorsque vous avez su que cette enseigne allait avoir finalement pignon sur rue à Paris ? Alors on les a eu déjà juste à côté de notre boutique rue de Turenne à Paris dans le 3e, où ils ont mis un pop-up store pendant une semaine, l'enseigne collée à la nôtre, donc ça faisait mal un petit peu. C'était un peu de la provocation pour vous? On ne sait pas trop, parce que j'ai fait le premier débat que le patron de Shein a fait en France, c'était il y a 3 ans, c'était contre moi. Et donc du coup je ne sais pas si c'était le hasard ou fortuit, mais du coup c'est mal tombé. C'était une belle réponse pour vous. Ouais, peut-être, mais il n'y avait pas tant de monde que ça. Et l'accumulation là, des Ouïghours, puis de Castaner, puis du BHV, puis des poupées pédopornographiques, puis des armes. On se dit, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Et surtout, quand est-ce qu'on sait dire stop, quoi. Ça, c'est incroyable qu'il faille autant d'indignité pour finalement réagir mollement. Mot de la fin, est-ce qu'il faut interdire Shein en France? Il faut en tout cas réguler, extrêmement réguler tout un système. Shein a été hors la loi, on l'a vu sur deux cas que vous avez cités. Il faut que Shein soit sanctionné, il ne respecte pas les règles, il ne paye pas de TVA, ils vendent des armes de catégorie A et des poupées pénopornographiques à un moment donné. Jusqu'où ça va aller et ça suffit, oui, il faut des sanctions, absolument. Et le feuilleton avec Shein est loin d'être terminé. Merci à vous deux d'avoir été autour de cette table. On poursuit cette émission avec cette œuvre qui traverse les époques et les frontières. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Ces passages cultes du Petit Prince vous plongent dans un grand bain de nostalgie. Eh bien, sachez que vous pouvez réveiller la douceur de votre enfance grâce à un spectacle tendre et très poétique qui plaira aux enfants. La spécificité de ce show, c'est que les acteurs chaussent des patins et glissent sur scène. Bonjour Max Glignanchuc. Bonjour. Bonjour, bien soyez le bienvenu sur ce plateau. Et bonjour Elali Chak, soyez également le bienvenu. Alors, le Petit Prince sur la glace, c'est tout simplement le titre du spectacle actuellement en tournée dans tout le pays. Et la bonne nouvelle, c'est que vous faites étape ce vendredi 7 novembre en Seine-Saint-Denis. C'est à Tremblay en France, à l'Arena Grand Paris. Le spectacle commence à 20h. Là, c'est dans les toutes prochaines minutes. Il faut que vous preniez vos billets. Vous avez peut-être encore le temps de vous y rendre. Max, vous êtes le producteur. Elali, vous êtes l'un des artistes que l'on peut aller applaudir sur scène. Vous vous glissez dans la peau du businessman, businessman, je le précise. Est-ce que, pour faire la transition avec la première partie, est-ce que ce spectacle est 100% Made in France? Je ne crois pas, vu les noms que je viens de prononcer. Oui, ça c'est toujours une question. Après, je pense qu'on est tous de bienvenus en France toujours. Mais non, c'est le spectacle qui a une troupe très internationale. Il y a des artistes de plus de 10 pays qui sont représentés dans le show. Plus de 10 pays. Mais on est fiers de quand même dire que c'est le spectacle 100% made in France. Je ne peux pas garantir que chaque costume est fait en France, mais ça, c'est les réalités de aujourd'hui. Et de quelle nationalité venez-vous, justement? Vous parlez de 10 nationalités. De quelles sont les nationalités des artistes sur scène? Moi, je suis français, personnellement. Ah, vous êtes français, d'accord. Bon, Et vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis d'origine ukrainienne, mais après, ça fait 15 ans que j'habite en France. Mais sur le show, vous allez découvrir des Français, des Allemands, des Ukrainiens, même de l'Amérique du Sud. Ce qui est un peu bizarre de l'entendre de la glace dans l'Amérique du Sud, mais ça existe et ils sont dans notre spectacle. Absolument, je vous pose cette question parce que j'ai eu la chance d'aller voir votre spectacle et c'est vrai que les textes ne sont pas forcément prononcés par les comédiens. C'est parce que justement, ils ne parlent pas tous français, c'est ça, c'est la raison pour laquelle... C'est exactement ça l'explication. Alors, le Petit Prince, c'est vrai que c'est une œuvre universelle. D'ailleurs, c'est l'ouvrage, figurez-vous, le plus traduit dans le monde après la Bible. Vous voyez, c'est quand même... assez incroyable. Que représente le Petit Prince, par exemple, dans votre enfance, dans votre vie personnelle à vous?
Je pense que j'ai eu l'opportunité de lire Le Petit Prince quand j'étais enfant en traduction ukrainienne notamment. Et là, en préparant ce show, j'ai eu l'opportunité de le relire encore une fois en français. Pour moi, il apprend quand même les leçons très importantes qu'il ne faut pas oublier si on est enfant ou adulte à la fin du compte. Et pour moi, le principal va rester de toujours garder vraiment un regard un peu émerveillé et rêveur sur le monde, ne jamais arrêter de continuer à explorer. Et vous, Hilal Ishak, j'imagine que vous l'avez lu lorsque vous étiez à l'école. Enfin, on est tous passés par là quand on était scolarisés. Pour moi, le jouer actuellement et le revivre, c'est beaucoup de nostalgie qui revient immédiatement. Parce que du coup, quand on était petit, on le lisait, on appréciait le businessman, le roi, le petit prince, le renard. Enfin, on appréciait les personnages. Maintenant, avec du recul, avec du temps, que je puisse jouer cette pièce en fait et que je peux y donner vie. Premièrement, moi, ça me donne une certaine nostalgie rien qu'en faisant mon personnage. Et ça fait monter tellement d'émotions que j'ai envie de les faire partager justement au public. Et aussi, je pense que c'est quelque chose qui, avec le temps, on le voit d'un œil différent. C'est-à-dire quand j'étais petit, j'appréciais les personnages. Maintenant, je vois la philosophie qu'il y a derrière, ça, les belles phrases. Même des fois, je joue, ou des fois, par exemple, on est au backstage en plein spectacle, et j'entends des phrases, ça me fait réfléchir, je me dis « Ah !» C'est vrai que vous la revisitez finalement à chaque date, cette œuvre. Vous la comprenez différemment dès lors que vous voyez les artistes qui prononcent leurs répliques. C'est ça. Mais comment vous expliquez que cette œuvre traverse les âges, traverse les époques et les frontières aussi facilement? C'est quand même assez unique. C'est quand même l'une des œuvres qui avait, on va dire, qui a encore pas mal d'espoir à l'intérieur d'elle. Elle a été écrite en pleine guerre. La personne qui l'a écrit, hésitait à la sortir parce qu'il s'est dit bon, là en ce moment on est en pleine guerre. À mon avis, les gens c'est pas ce dont ils ont besoin, c'est pas ce qu'ils veulent. Et à l'inverse, en fait, c'est exactement ce que le monde avait besoin. Il y a de l'espoir, il y a une lueur à l'intérieur de ce livre. Et je pense que tout le monde avait besoin de le lire au moins une fois. Et Max, en tant que producteur, qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de vous attaquer à ce morceau quand même de la littérature française? Oui, on aime prendre les défis assez compliqués dans notre métier des producteurs, mais oui, c'était vraiment un défi artistique pour nous parce qu'on avait décidé de prendre quelque chose intemporel et connu par tout le monde, et donc on était obligé de quand même bien respecter l'âme originale de l'œuvre, mais c'est aussi le cas qu'on ne voulait pas juste faire un peu, juste entre guillemets, le spectacle du patinage. Il y a de l'acrobatie, de technologie, du patinage et l'œuvre originale qu'on avait essayé de mêler ensemble. Mais le but pour moi de tout ça, c'était de permettre aux spectateurs de vraiment pas regarder comme le film ou le livre, mais vraiment voyager à côté du Petit Prince. Voyager à côté du Petit Prince, absolument. Et bien, si vous êtes en train de vous demander à quoi ressemble le Petit Prince sur la glace, ça tombe bien. On a des images, je vous propose de les découvrir. Voilà pour ces quelques images. Combien ça dure le temps de fabrication d'un tel spectacle? On voit que quand même les gestes sont très précis. Après, les gestes sont très précis, mais ça c'est quelque chose que le spectateur ne va jamais découvrir, mais moi je peux vous dévoiler. Si on est honnête, le spectacle quand même change à chaque salle.
C'est une différence très légère. Si on ne connaît pas comment ça doit être, on ne va jamais s'apercevoir, mais c'est l'adaptation aux salles, aux particularités à chaque fois, de lieu, de comment elle est positionnée, mais aussi aux spectateurs. Parce que les réactions, enfin, ça c'est à mon avis, toi tu peux corriger par la suite, mais les émotions de spectateurs à chaque date, ça donne envie à chaque artiste de quand même adapter et voir les choses différemment à chaque représentation. Et c'est vrai que certaines cascades sont absolument incroyables. Hein. On vient de voir par exemple ce salto arrière. Franchement, là, il s'agit de l'œuvre de professionnel. Vous êtes un patineur professionnel par exemple ? Non, moi je fais juste de l'acrobatie. On va dire pour moi c'est de l'amusement. Après voilà, j'essaie de présenter ce que je peux faire. Et tous les comédiens qui sont sur scène, hormis vous peut-être et puis certains, ce sont des... Le Petit Prince, c'est un patineur professionnel quand même, non ? Bien sûr, non, mais parce que vu qu'il y a des artistes très différents présents sur le show, bien sûr, chacun met des patins pour sortir sur scène, mais chacun a sa spécialité. On a des acrobats, on a des patineurs, on a des jongleurs, tout ce que vous voulez dedans. Ouais. Et vous, c'est quoi votre spécialité alors ? L'acrobatie. C'est l'acrobatie, hein, vraiment. Quelles sont les acrobaties que vous faites d'ailleurs dans votre tableau ? J'ai le flip avant. C'est quoi un flip avant ? C'est un saut de main avant, quand on met les mains au sol et qu'on saute par-dessus. J'ai un salto arrière lancé, c'est-à-dire que je mets mon pied sur la main du Petit Prince et il me jette dans les airs. J'ai un autre salto dans lequel je tends ma jambe et il la lance, c'est pareil, je refais un salto. Et voilà. Et ça, c'est combien d'heures d'entraînement pour réussir à se coordonner avec l'acteur qui joue le rôle du Petit Prince ? Pour lancer les choses en même temps. Ouais, voilà. Franchement, on l'a fait du premier essai. Ah, le premier essai. Du coup, on a fait directement après, mais bon, après, c'est pas de la vraie glace, donc on va dire niveau atterrissage et tout le reste, on doit vraiment s'adapter pour le coup. Et quelles sont les valeurs que le Petit Prince veut inculquer à votre personnage ? Parce que vous interprétez, je le rappelle, le businessman. Hein, donc c'est effectivement, pour chaque personnage, il y a une forme de philosophie qui en découle. La vôtre, c'est laquelle ? Moi, je dirais c'est qu'il est tellement préoccupé par son travail qu'il ne prend pas le temps d'admirer les choses. Ouais, c'est ça. Il est tellement occupé à compter les étoiles, à vouloir en fait, que ce soit qu'à lui, que du coup, forcément, il en oublie la valeur et à quel point c'est beau juste à regarder. Ouais. Alors, ce qui peut étonner quand on est dans la salle de spectacle, mais ce qui ne gâche en rien d'ailleurs à la beauté de la chorégraphie, c'est le revêtement sur lequel glissent les patineurs. En fait, ce sont des panneaux synthétiques. Hein. C'était compliqué techniquement en fait d'importer une patinoire dans une salle de spectacle ? C'est exactement pour cette raison qu'on avait fait le choix de le faire sur le glace synthétique, parce que c'est pas évident ni au niveau de temps, ni au niveau de financier pour monter un vrai patinoire sur chaque représentation. Mais en plus de ça, si on est là-dessus, pour monter, je sais que c'est beau, mais pour monter un patinoire juste pour une représentation, c'est pas très écologique, parce que le volume d'eau et l'électricité que ça nécessite pour produire à chaque fois, c'est pas la direction qu'on tous essaye de prendre aujourd'hui. Bien sûr, oui, en 2025, c'est peut-être un peu compliqué à faire digérer ce genre de considérations. Et les textes aussi qui sont interprétés, ces chansons qui sont jouées lors de ce spectacle, ils viennent d'où exactement ? Il y a une très grande partie de l'équipe que vous voyez sur scène, bien évidemment, les artistes à chaque représentation, mais il y a une très grosse équipe derrière tout ça qui a nous aidé de concevoir ce spectacle. Donc les scénarios, toutes les musiques, nos compositeurs, après tous les chanteurs qui ont joué et chanté tout ça pour qu'on puisse vous le présenter. Sur la glace ou sur du plastique, mais... Mais la mise en scène, vous l'avez envisagée comment ? Parce qu'elle est sérieusement étudiée. Hein. Il y a un écran sur lequel est projeté un certain décor. Il y a également des planètes qui sont suspendues. Comment vous l'avez envisagée, cette mise en scène, de façon à ce que le spectateur puisse voyager à travers l'espace ? Il y a toujours beaucoup de... c'est toujours un trajet, la création d'un show comme ça. On commence avec une idée initiale, mais c'est pas possible de prévoir et voir tout dès le premier essai, dès la première vision. Donc, on avait une vision de base. Après, au cours des prochains 6 mois, ça va évoluer une dizaine de fois. Mais le but ici, c'était de faire le maximum pour transmettre et le message, mais et tout le voyage et vraiment envelopper le spectateur autour de tout ça. Et dernière question que je voulais vous poser, ce spectacle, il s'adresse à qui en fait exactement ? Est-ce qu'il s'adresse aux enfants ? Est-ce qu'il s'adresse aux adultes ? Pour moi, il s'adresse aux deux. Aux deux, vraiment. En tant qu'enfants, ils vont beaucoup plus apprécier les personnages. Par exemple, à la fin, on fait toujours des sessions de photos. Les enfants, ils nous courent dessus.
Alors que, par exemple, soit les gens de ma génération ou même les gens plus âgés, eux, ils le prennent d'une autre manière. Ils ont vraiment pris goût à ça et ils y ont réfléchi vraiment. Ils ont écouté les paroles et ils les ont ressenties, on va dire. Pas juste regardé comme des enfants. Eh bien, merci beaucoup Max Guignancuk, merci Elali Ishak. Je rappelle que le titre, effectivement, de ce spectacle que l'on peut aller applaudir ce vendredi 7 novembre, c'est en Seine-Saint-Denis, à Tremblay en France, à l'Arena Grand Paris, eh bien, c'est Le Petit Prince sur la glace. Il va falloir que vous mettiez vite votre costume, là, ça commence dans pas longtemps, là. C'est dans quelques minutes. Merci d'avoir été sur ce plateau, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et on termine cette émission avec la dernière partie, par ici les sorties. Allez, Le Petit Prince sur glace, c'est ce vendredi, c'est vrai, mais le week-end comporte 2 jours supplémentaires, samedi et dimanche. Et là, peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Ça tombe bien, notre héros des sorties vient d'arriver, vient de s'installer autour de cette table et je l'ai nommé Bernard Bebkin. Eh ben oui, vous êtes toujours là, indétrônable Bernard Bebkin, qui va voir toutes les pièces, tous les spectacles. Oui, vous avez un regard assez large. Et vraiment, c'est votre sélection que vous nous donnez chaque semaine. C'est vraiment la substantifique moelle de ce que vous allez voir tous les jours au théâtre. Et vous avez choisi quelque chose d'assez émouvant, mais assez drôle aussi, c'est vrai, c'est Couleur Framboise de Mehdi Djadi au studio des Champs-Élysées. Ça se joue jusqu'au 11 décembre prochain. C'est un seul en scène. Et quand on dit seul en scène, généralement, on pense à spectacle d'humour. Est-ce que c'est le cas? Alors, il y a un peu d'humour, mais c'est pas vraiment qu'un spectacle d'humour. Il avait déjà un premier seul en scène qui s'appelait Coming Out, parce qu'il est musulman au départ, sa famille est musulmane, et il s'était converti, s'est converti au catholicisme. Oui. Donc il a fait un spectacle, Coming Out, où il raconte ce parcours-là, qui est quand même assez difficile, qui lui a valu pas mal d'inimitié. Oui, je crois qu'il a été sous protection policière. Sous protection policière, parce que, je sais pas, certains musulmans n'étaient pas contents, les catholiques peut-être non plus. Enfin, donc, premier spectacle formidable qui tourne encore. Et il était nommé au Molière, d'ailleurs. Il était nommé au Molière. Et là, c'est son deuxième spectacle, un deuxième seul en scène, où il raconte aussi sa vie, c'est sa vie quand même, à chaque fois, c'est sa vie personnelle. Et là, un nouveau sujet assez tabou, en tout cas pour les religions aussi, parce que dans sa tête, il faut dire qu'il a toujours gardé un petit secteur musulman, un petit secteur catholique, un petit secteur athée. Alors les 3 segments, là, ça se bataille pour savoir ce qu'il doit faire dans la vie. Et là, il voudra avoir un enfant, et il n'y arrive pas. Alors ils se disent, c'est peut-être sa femme, puis c'est pas sa femme, alors donc c'est lui, puis il faut faire des examens, il faut faire un spermogramme, il faut faire des tas de choses, et puis c'est très très difficile, il raconte tout ce parcours pour avoir un enfant. Je vous laisse deviner la suite, si ça marche ou pas, mais il nous raconte ça, il fait tous les personnages, il prend des accents, il fait un truc très très drôle. À un moment, il nous fait voter dans la salle, il dit c'est pas du tout politiquement correct de faire des accents, maintenant on doit pas faire des accents, mais... Mon prochain personnage, il a un accent. Est-ce que je le fais avec ou sans accent? Il vous fait voter. Vous avez voté quoi, vous, Bernard? Avec accent. Oh là 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 là. Il fallait pas. Vous n'êtes pas politiquement correct, vous, Bernard. Non, pas du tout. Et c'est très drôle, parce qu'il fait la martiniquaise qu'il reçoit pour le spermogramme, et qui a l'accent martiniquais, et qui est très marrante, qui lui dit il faut remplir le tube, et tout, avec l'accent. Avec l'accent, bien sûr. C'est très très drôle. Et c'est très émouvant, et c'est très sensible, parce que c'est un sujet délicat. Oui, c'est un sujet tabou. Un peu tabou quand même. On parle peu de l'infertilité, en tout cas masculine. Et comment il va réussir à combler ce vide. Et comment il arrive à trouver l'équilibre justement entre ces moments très sérieux et ces moments humoristiques? Parce que c'est vrai que l'infertilité masculine, sur le papier, ça peut faire rire lorsque c'est traité par un humoriste, mais là on sent bien qu'il veut faire passer un message aussi. Oui, il y a aussi, parce qu'il fait partie d'une association, il veut défendre ça, et donc il le fait très... d'abord parce que c'est un excellent comédien, et qui fait tous ses personnages d'une façon très 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 ludique, et très... ça s'enchaîne très 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 bien, donc il passe du rire aux larmes. Il y a beaucoup d'émotions quand même, parce que souvent sa femme fait des fausses couches, par exemple. Il ne faut pas dire fausse couche d'ailleurs, il le dit bien, non, c'est pas un bon mot, interruption de grossesse. Interruption de grossesse. Voilà. Donc il nous raconte tout ça avec beaucoup d'élégance. Et ça c'est sa vie, donc vous confirmez, c'est ce qu'il a vraiment vécu. C'est ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il a vécu. Donc, pour lui c'est peut-être une forme de thérapie aussi de raconter ça sur scène, peut-être pour penser ses plaies. Oui, puis il nous dit les choses, et puis il veut expliquer aux autres que voilà, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Mais quel est le rapport avec la couleur framboise par contre? Ah ben alors là... je vous pose une colle, mais je ne sais pas non plus. Pas du tout. Pas du tout. Je ne vais pas vous le dire parce que ça correspond à une partie du spectacle. Et il nous explique dedans pourquoi la couleur framboise. Alors il y a les glaces à la framboise, mais c'est pas ça. Je pensais que j'allais vous poser une colle, Bernard, et même pas, vous voyez, vous êtes un collab surtout. C'est quand même trop fort. Vous êtes trop fort, exactement. Alors vous voulez aussi nous parler d'un autre spectacle qui n'a strictement rien à voir, qui est quand même très festif, là, cette fois-ci, ça se passe au cirque d'hiver et ça s'intitule
Tempo. Là, on est vraiment au cirque, en fait, c'est ça, c'est un spectacle de cirque. Classique, mais très bien fait. Le titre, il change chaque année de spectacle, d'ailleurs, et puis de titre, la Tempo, ça correspond très bien, parce que le spectacle a beaucoup d'énergie, est très rapide, il n'y a pas de temps mort, donc tous les numéros sont accompagnés par des danseurs, il y a un orchestre fabuleux, parce que le cirque d'hiver, il y a le lieu qui est magique, le lieu Napoléon III, il y a des lustres, il y a du rouge, c'est magnifique. À l'entracte, on peut aller manger des barbes à papa et des crêpes dans les anciennes écuries, puisqu'il n'y a plus d'animaux, mais le lieu est déjà magique, l'orchestre est emballant, les numéros s'enchaînent très bien, il y a des numéros fabuleux. Et cette année, ils ont invité les pompiers de Paris. Oui, on les voit à l'image, absolument. Voilà, donc les pompiers de Paris sont sympathiques, et puis les gens les applaudissent parce qu'on les aime. C'est très populaire, on les aime bien, ils font 2 ou 3 acrobaties. Et puis au milieu de tout ça, il y a un clown ukrainien qui fait des tout petits numéros de liaison et qui est très... Et c'est dur d'être clown, un clown seul en plus. Ah oui, ça fait peur les clowns. Non, vous n'avez pas peur des clowns, vous ? Non, moi j'ai peur de rien. Vous êtes insolite. C'est pas vrai. Ah non, franchement, on en cauchemar. Ça fait peur. Non, moi j'avais peur des grosses têtes. Ah, c'est vrai ? Au carnaval. Non, c'est pas vrai. Les grosses têtes. Après, on n'en croise pas tous les 4 matins non plus. Et puis qu'il y a des grosses têtes énormes. Ah oui, c'est vrai, c'est quand même pas commun. Franchement, c'est la première fois que j'entends parler de cette phobie-là. C'est une phobie, ça doit avoir un nom, on va chercher. Et c'est un très beau spectacle. Et vraiment, il faut soutenir un peu le cirque classique, parce qu'il y a beaucoup de cirques contemporains. Et puis ce lieu qui est quand même magique, il ne faudrait pas qu'il disparaisse. C'est le seul cirque en dur qui reste à Paris. Absolument, donc c'est au cirque d'hiver que ça se passe. Et vous vouliez nous parler d'un dernier spectacle qui s'intitule « Les conséquences ». Ça se passe au Théâtre de la Ville. Alors là, c'est une pièce très profonde, j'ai l'impression, avec une réflexion vraiment sur les liens entre les humains, c'est ça Oui, entre une famille, c'est l'histoire d'une famille, sur plusieurs années. Ça se passe dans un immense Barnum blanc, très éclairé. Les Barnums qu'on loue, généralement que les familles louent pour faire un mariage ou des choses comme ça. Là, ça a une succession d'enterrements, de mariages, d'enterrements, de mariages. Enfin, c'est toute la vie d'une famille. Un peu dysfonctionnel, un peu... C'est comme Pascal Rambert, c'est un écrivain fabuleux, un écrivain de théâtre fabuleux. Il écrit beaucoup, les gens parlent beaucoup, c'est magnifique. Et c'est un peu le Shakespeare d'aujourd'hui, je trouve, c'est un peu le Shakespeare d'aujourd'hui. Ah oui, vraiment, donc autant Shakespeare décrivait, parce qu'autant Shakespeare il décrivait la vie des rois, lui il décrit la vie d'une famille, qui pourrait être royale, mais c'est une famille de bourgeois d'aujourd'hui, très bobo, très rive gauche, très caviar rive gauche, qui ont fait des études, Sciences Po, ils sont tous là placés, ils sont à moitié ministres, à moitié pas ministres. Donc ça parle de politique, ça parle de famille, des rapports familiaux, d'amour aussi, de sexualité, de notre société. Donc c'est une vision très forte, assez féroce quand même, de notre société. C'est comme s'il mettait un projecteur sur notre société et qu'il nous racontait ce qu'elle est aujourd'hui, avec ses bonheurs, mais aussi avec ses désillusions. De quelles désillusions s'agit-il ? Là, il en parle beaucoup. Il parle beaucoup de la droite aussi, mais il parle beaucoup de la gauche caviar, qui a quand même été, qui a raté un peu le coche. Et on en arrive aujourd'hui à une situation un peu difficile. Et ça, il le démontre très bien. Et puis aussi, le père de famille. Le père de famille, c'est un psychiatre, donc qui analyse. Donc c'est bien, il analyse la situation. C'est un passionné des mots. Et au fil du temps, comme ça, il y a la maladie qui compte aussi. Il y a beaucoup d'histoires sur le corps, sur la modification du corps au fil du temps. Et lui, il devient aphasique, donc il perd les mots aussi, ou il mélange les mots en tout cas. Donc il y a tous ces rapports qui sont hyper bien fait, et en plus il y a une trilogie, ça c'est intéressant, c'est une trilogie, c'est le premier volume de la première pièce de cette trilogie. L'année prochaine, il en aura une autre, et l'année d'après encore une autre avec les mêmes acteurs, et comme ça on verra l'évolution aussi des acteurs et du corps des acteurs. Et l'évolution de la société aussi. Et l'évolution de notre société, parce qu'il n'a pas écrit, il est en train d'écrire la deuxième partie, donc ça va être aujourd'hui, et puis ça sera demain. Et quand on est spectateur et qu'on voit le miroir de cette société, on en ressent quoi? On en prend plein la gueule, vraiment. Oui, ça dépend où. Vous êtes ressorti un peu bouleversé, j'ai l'impression. Oui, bouleversé. Puis j'ai trouvé qu'il y a une vérité. Il danse aussi. Hein, on voit, il y a pas mal de danse. Il y a beaucoup de choses. Et puis il y a tous ces rapports. Il y a 3 filles. Il y en a une qui a un hôpital psychiatrique. Donc il y a un des gendres qui est acteur. Donc il y a une grosse réflexion aussi avec qu'est-ce que c'est qu'être acteur aujourd'hui et comment ça se passe avec les subventions, par exemple. Donc c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On sent que vous avez été très touché par cette vidéo. Vous l'avez très bien vendu, vous savez. Moi, je sais ce que je vais faire ce week-end, en tout cas, grâce à vous. Vous reviendrez avec moi, vous m'accompagnerez, j'ai pas envie d'être bouleversé. J'ai envie que vous me teniez par la main, Bernard, si jamais vraiment mes larmes coulent. Il n'y a pas de problème. J'ai des mouchoirs. Merci beaucoup, Bernard Bapier, j'utiliserai vos mouchoirs. Journaliste au service culture de Madame Figaro. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et bienvenue en Ile-de-France. Revient lundi avec Victoire Sicora. À très vite sur le Figaro TV.